à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode hors série Nos cycles dédié à l'absence de cycle chez la femme. Un format d'épisode conçu pour les femmes souffrant d'aménorrhée secondaire par des femmes souffrant ou ayant souffert également de cette absence de cycle. Moi-même, j'ai connu une période de no-cycle qui a duré beaucoup trop longtemps, près de 10 années masquée en partie par la prise de la pilule contraceptive. Je sais donc à quel point 50% du chemin au moins de la guérison se fait grâce au soutien que l'on trouve au travers des témoignages de personnes comprenant notre situation. J'espère que tu trouveras le soutien et les réponses à certaines de tes questions ou encore que l'écoute de ces épisodes déclencheront certains déclics en toi te permettant de retrouver le chemin de ton cycle féminin. Et si tu souhaites contribuer à ce projet collaboratif en apportant ton témoignage à ton tour, n'hésite pas à me contacter par email à l'adresse suivante alexandraportail@hygienedevie.fr ou encore via la page contact de mon site internet www.hygienedevie.fr avec le chiffre 2. Merci à toi par avance et très belle écoute! La souplesse est la clé du bonheur. Aujourd'hui, place au témoignage de Joséphine. Joséphine est une jeune femme à la voix douce qui, après avoir écouté de nombreux épisodes du podcast Éclosion ainsi que d'autres témoignages Nos cycles, a voulu à son tour témoigner et apporter sa pierre à l'édifice. Joséphine nous partage tout son parcours de vie partagé avec l'anorexie et ses va-et-vient, et qui a brisé 10 années de sa vie. Restrictions, sport intense et compensation font partie de son histoire, mais aussi l'aménorrhée. Privée de son cycle sans le savoir, ce n'est qu'en désirant arrêter la pilule contraceptive que Joséphine se rend compte qu'elle n'était pas totalement guérie de l'anorexie et que son corps subissait encore les séquelles de cette maladie. Après divers accompagnements qu'elle nous raconte en détail, Joséphine met le doigt sur les sources de ses mal-être. Elle prend le temps de nous détailler chaque partie de son histoire, où elle en est aujourd'hui. Bien entendu, comme toutes les autres femmes qui ont déjà pris la parole sur le podcast, elle nous délivre ses précieux conseils et ce qui l'a aidé personnellement à sortir de cette spirale infernale. Sans plus tarder, je te laisse plonger dans l'histoire de Joséphine en la remerciant par avance pour avoir ouvert les portes de son intimité. Belle écoute! Bonjour, je m'appelle Joséphine, j'ai 26 ans et j'ai souffert d'aménorrhée pendant 10 ans. Une aménorrhée qui a été liée à des troubles alimentaires et tout particulièrement l'anorexie. J'avais envie de partager mon histoire sur le podcast d'Alexandra que j'apprécie vraiment beaucoup pour donner du courage aux femmes qui vivent cette situation et qui peuvent ressentir une certaine détresse, une détresse que je connais bien et que j'ai moi-même ressentie pendant beaucoup trop longtemps à mon goût. Pour parler de mon aménorrhée, en fait, il faudrait que je resitue d'abord mon anorexie. Tout a commencé en fait à mes 16 ans. Enfin, c'est-à-dire que tout n'a pas commencé proprement parlé à mes 16 ans, mais disons que l'élément déclencheur, c'est quand j'avais 16 ans et quand je suis partie faire un voyage linguistique pendant un mois. Pendant ce mois, j'ai ressenti beaucoup d'isolement, de solitude et en fait, ça a été l'élément déclencheur qui a fait que quand je suis revenue chez moi ensuite, pendant le reste de l'été, plus rien n'était comme avant en fait, et je ne mangeais plus du tout. Et j'avais vraiment ce désir de maigrir, que je ne m'expliquais pas trop à l'époque, je le conscientisais pas du tout. Et voilà, et en fait j'ai perdu 10 kilos en quelques semaines. Ça a beaucoup inquiété ma famille et à juste titre. Déjà, je me voyais pas du tout comme j'étais. Et en plus, vraiment, je me pesais même pas. C'est juste à un moment, je me suis pesée, j'ai vu que j'avais perdu 10 kilos. Et je me suis dit, bon, bah tiens, j'étais contente, quoi. Et du coup, j'ai voulu continuer à en perdre. Et ça a empiré. Et en fait, en automne, ma mère m'a emmenée voir des médecins, des médecins spécialisés, dans un institut assez connu à Paris qui gère les adolescents qui ont des troubles du comportement alimentaire. Ça a été très traumatique. J'ai détesté, vraiment, on me parlait comme à une personne incapable de réfléchir. C'était vraiment très compliqué.
Du coup, ça m'a bloquée. Enfin, j'étais en rupture totale. Le moment où je me suis dit que je pouvais pas me laisser aller comme ça non plus, en fait, vers la mort, quoi, c'est le moment où j'ai vu mes cheveux tomber par poignées. Et là, je me suis dit, bon, faut que tu réagisses, tu peux pas te laisser mourir comme ça. Donc j'ai décidé de remanger. C'était vraiment un moment où je me suis sentie assez seule parce que donc j'ai repris un peu de poids et mon état physique provoquait plus l'inquiétude. En tout cas, j'avais l'impression que tout le monde faisait du déni, quoi. Tout le monde pensait que j'étais guérie dans ma famille et moi-même, je m'interdisais de parler des souffrances que je ressentais toujours. Parce que je voulais pas arriver avec mes problèmes, etc. Donc je me sentais vraiment très seule. Donc à ce moment-là, en fait, évidemment, j'ai plus mes règles, mais je m'en soucie pas du tout. C'est le cadet de mes soucis. Pendant ma première et ma terminale, socialement, ça va mieux parce qu'en fait, je faisais en sorte que personne ne se doute de rien. J'affichais vraiment le masque de la fille marrante, très sociable, etc. Mais donc ça c'était en public et en fait en privé arrivent les compulsions où j'avais une sorte d'appétit énorme, quoi. Clairement mon corps réclamait, mon corps qui avait été beaucoup trop privé pendant beaucoup trop de temps. Sauf que moi à l'époque je comprenais vraiment pas ce qui m'arrivait. J'avais honte, comprenais pas, j'avais passé des semaines et des semaines en restriction totale et là j'avais l'impression de ne plus rien contrôler. Je me sentais vraiment super mal d'avoir repris du poids. J'avais honte de me jeter sur la nourriture. Parfois, ma famille me faisait des remarques, etc. Enfin, c'était vraiment une période catastrophique. Et je suis repartie en voyage. Un voyage d'1 mois encore. Et je me rends compte maintenant que j'envisageais vraiment le voyage comme une fuite. Je me suis isolée, en fait, de ma famille, de tout le monde. Et à ce moment-là, j'ai reperdu énormément de poids. Et quand je suis revenue en France, j'étais maigre. Donc ma famille s'est inquiétée de nouveau. Quand je dis j'étais maigre, c'est par rapport à ma morphologie. J'avais reperdu beaucoup de poids et j'en étais au stade de poids de ma période, de la première période où j'avais perdu beaucoup de poids. Donc je donnerai pas de chiffres, mais en tout cas c'était beaucoup trop bas pour mon corps. Bref, donc je reviens à Paris et là les compulsions recommencent. Sauf que je le supportais pas. Donc je tombe dans la boulimie vomitive. C'est vraiment un palier qui est franchi. Disons que c'est une vraie descente aux enfers. Je précise que en fait j'aurais voulu savoir à l'époque, j'aurais voulu comprendre que c'est normal de ressentir un phénomène de faim extrême quand on a vécu une période de restriction, d'anorexie. C'est le corps qui a une sorte de dette d'énergie. Le corps étant bien fait, il ressent cette dette d'énergie et il va vouloir la compenser. Et donc, dès que on va voir de la nourriture, le corps va nous dire « Vas-y, mange, t'as pas assez mangé, il faut que tu rattrapes. » Et en fait, c'est très émouvant de le voir comme ça parce que ça montre que, quoi qu'il arrive, le corps essaie toujours de nous maintenir en vie. Mais moi, voilà, évidemment, je le comprenais pas du tout à l'époque. Je me disais simplement que j'avais pas le contrôle et je m'en voulais. Donc j'ai trouvé cette compensation qui était les vomissements et ça a été vraiment une catastrophe. Malgré toute cette noirceur, je dirais, j'ai rencontré mon copain et à lui je lui ai rien dit. Il était vraiment ma bulle de soleil, ma bouffée d'air frais et je voulais surtout pas qu'il sache que je souffrais d'anorexie. Déjà moi-même je le conscientisais pas vraiment. Et puis j'avais peur qu'il trouve que je suis quelqu'un de compliqué, qu'il ait peur de pas savoir gérer. Donc voilà, à cette époque, je dis rien. Je lutte intérieurement avec moi-même, mais sans rien dire à personne. Et donc les moments où je suis seule sont très compliqués, mais socialement, etc., je maintiens le cap. En fait, à ce moment-là, donc je n'ai toujours plus mes règles, évidemment, hein, mais la gynécologue de ma mère, qui n'y connaît pas grand-chose, et encore moins en termes d'anorexie, etc., me prescrit une pilule sans poser de questions. Et moi, à l'époque, je la prends tout de suite, je remets rien en cause. Et j'étais même un peu contente de prendre la pilule parce que j'avais l'impression d'entrer dans le cercle des filles avec une sexualité active. Enfin, je sais pas, ça me rattachait à quelque chose que je voulais un peu être.
pars ensuite faire des études à l'étranger. Donc là, c'est vraiment... comment dire, c'était à la fois des moments super heureux et en même temps, j'étais complètement dans la restriction. J'avais cette chose d'être avec beaucoup d'étudiants et donc d'être confrontée à des moments de joie et d'insouciance. Et en fait, moi, parfois, j'avais l'impression d'avoir vécu 1000 vies avant eux. Comme si le fait d'être passé par des périodes aussi sombres et être toujours un peu dedans, ça me donnait une sorte de coffre énorme. Et voilà, je sais que c'est dur en fait de faire semblant. Et c'est dur de se confronter à des moments de vie très insouciants et libérés que sont les études lorsque soi-même on souffre et qu'on ne veut pas en parler. Et en même temps, voilà, je me permets juste de dire ça, mais je trouve que c'est super quand même de s'entourer de personnes qui vont bien et qui nous tirent vers le haut. Et c'est pour ça que moi je voulais pas en parler, parce que j'avais peur que le fait d'en parler, ça ternisse les moments. Donc il faut évidemment une juste mesure, hein, c'est pas une solution de pas en parler. Mais voilà, je trouve que c'est important de garder une vie sociale normale, des amis joyeux et des moments de joie, parce que c'est ça qui tire vraiment vers le haut. Bref, pendant toutes ces études à l'étranger, en fait j'étais en plein dans la restriction, mais je me rendais pas vraiment compte, j'étais dans ma bulle. Et c'est quand je reviens en France après que c'est la rechute totale. Je recommence les compulsions vomitives. Je pense pas que c'était de la boulimie, je pense que c'était simplement ce phénomène de faim extrême qui est là, que le corps met en place pour nous maintenir en vie et qui m'émeut toujours beaucoup aujourd'hui, mais qu'à l'époque je voyais ça comme un manque de volonté, donc bref. Et donc au bout d'un certain temps, je me dis que c'est plus possible, donc j'en parle à ma mère. Et ma mère me dit on va trouver une solution. En fait, je me suis rendue à l'association La Note Bleue à Paris. C'est vraiment une équipe pluridisciplinaire qui m'a sauvé la vie. En fait, c'est une asso composée de nutritionnistes, psychologues, psychomotriciens, etc., psychiatres. Et à eux tous, ils font un peu un programme de sauvetage, je dirais, je l'appelle comme ça. Et il y a des groupes de parole aussi, et c'est vraiment ces personnes-là qui m'ont permis de me tirer de là où j'étais. J'ai vraiment sorti la tête de l'eau, j'ai repris du poids. C'était vraiment pas facile, mais en fait, comme je voyais que les crises et les compensations vomitives s'espaçaient du fait de remanger mieux, c'était assez positif et je me suis accrochée à ça. Jusqu'au printemps 2021, où là, je pensais que j'étais guérie, en fait. Je pensais que j'étais guérie, mais je pense qu'inconsciemment, j'avais un petit doute sur le fait que, voilà, je me disais, mais est-ce que finalement mon corps fonctionne normalement, etc. Est-ce que je suis vraiment guérie ou pas ? Et en fait, je tombe sur le podcast Éclosion et sur les épisodes No Cycle. Et voilà, je me dis, mais tiens, peut-être que ça serait le moment d'arrêter la pilule et de voir si tout refonctionne naturellement. Et là, donc c'est ce que je fais. Et en fait, il n'y a absolument rien qui se passe. Pas de règles, rien. Les mois passent, etc. Et on dit souvent, oui, il faut attendre 3 mois. Et au bout de passer 3 mois, c'est de l'aménorrhée, quoi. Évidemment, je passe 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Genre toujours rien. Et là, je me dis, bon, c'est là que commence le vrai travail, en fait. Et j'ai vraiment pris conscience que j'étais pas encore vraiment guérie de l'anorexie. J'avais beaucoup avancé, certes. Mon point de départ était tellement loin et tellement bas que j'avais effectivement beaucoup avancé. Mais voilà, là j'étais bloquée dans le stade de la quasi-guérison. Donc, c'est-à-dire que j'avais une vie sociale normale, voilà, j'avais progressé sur plein de choses, j'étais consciente de plein de choses.
Tout allait vraiment mieux quand même. Mais en même temps, j'avais toujours des pensées parasites. J'avais toujours des choses qui n'étaient pas réglées avec moi-même, puisque finalement ces règles ne revenaient pas, etc. Et il y a vraiment eu un moment très important. En fait, je suis allée voir un acupuncteur. Et voilà, je lui avais dit, il m'avait été conseillé, je lui avais dit que je lui avais expliqué mon problème d'aménorrhée, je voulais qu'il trouve une solution pour aider mon corps, le relancer le cycle, etc. Et j'avais vu que c'était possible, en fait, grâce à l'acupuncture. Et cette rencontre, elle a été vraiment exceptionnelle parce que... Donc on a fait plusieurs séances et puis ça marchait pas du tout. Donc moi j'étais découragée et puis il y a un moment où je me mets à pleurer et je lui dis que j'en peux plus, que je comprends pas pourquoi ça revient pas. Donc ça faisait vraiment plusieurs mois, etc. Ça faisait presque 1 an. Et là en fait il me dit que l'anorexie c'est comme un dragon qui serait passé dans ma vie. Et donc il me dit que voilà, le feu du dragon, le corps du dragon sont passés. Donc en gros la période super dure de l'anorexie est passée. Mais il reste encore la queue du dragon. Et que cette queue du dragon, elle n'est pas encore tout à fait passée. Et que tant que cette queue du dragon ne passe pas dans ma vie, et ben je resterai bloquée dans cette quasi-guérison qui m'emprisonne quand même toujours. Et donc je n'aurai pas mes règles, quoi. Donc bon, sur le coup, c'était super enthousiasmant parce que je me suis dit, ah mais enfin quelqu'un qui a l'air de comprendre un peu ce que je vis. Et en même temps, voilà, je me disais, mais est-ce qu'un jour je vais pouvoir dépasser ce stade de la quasi-guérison ? Est-ce que ça va revenir, etc. Et nous, je commence à me poser pas mal de questions et je me rends compte qu'il y a vraiment encore des réflexes de l'anorexie dans ma vie. Du coup, je vais en citer quelques-uns, mais déjà, il y avait le fait de... En fait, je voulais tout le temps tout faire à pied. C'est-à-dire que je voulais pas prendre les transports, le moins de trajet, je voulais le faire à pied. Un peu, c'est complètement de la compensation, quoi. C'est cette idée de... Il faut faire du mouvement, de l'activité pour se donner le droit de manger. Et en fait, je l'avais tellement intériorisé que je le questionnais plus, cette idée. Mais c'était complètement un relent de l'anorexie. Je valorisais aussi beaucoup le sport. Il y avait encore certains aliments que je m'autorisais pas totalement avec bienveillance. J'avais tendance à beaucoup trop travailler un peu n'importe comment, ne pas écouter mes signaux de fatigue, etc. Je me dis bon voilà, je vais aller voir une psychologue et je vais vraiment faire en sorte de comprendre pourquoi cette anorexie est arrivée dans ma vie. Pourquoi est-ce que je suis toujours bloquée dans cette quasi-guérison ? Véritablement, les rencontres avec cette psychologue, ça a été un soulagement incroyable. Il y a vraiment eu un avant-après dans ma vie. Et actuellement, je suis toujours suivie d'ailleurs. Et je le ferai jusqu'au moment où je serai sûre que c'est bon, c'est tout à fait derrière moi. Honnêtement, je sais que ça ne l'est pas encore tout à fait. Et donc j'ai véritablement compris à l'aide d'une professionnelle les raisons de mon anorexie, pourquoi ça m'est arrivé. J'ai compris que c'était un réflexe de fuite comme un autre, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se droguent, d'autres qui... Enfin bref, il y a tout plein de mécanismes de fuite et l'anorexie en est un. Et voilà, j'ai mis des mots sur une dépression infantile, sur une vraie volonté de disparaître en fait, disons-le. Et j'ai compris que ça avait un rapport avec ma position dans ma famille et notamment vis-à-vis de ma mère et de ma sœur. C'était quelque chose que je voulais pas vraiment voir avant. J'avais entendu parler de l'importance de la famille dans les causes de l'anorexie, mais c'est vraiment en fait grâce à cette professionnelle que j'ai compris des choses sur ma propre situation. Et voilà, je voudrais insister sur le fait qu'il faut absolument en parler à des professionnels. On ne peut pas se sauver tout seul en fait, et le risque c'est de rester bloqué dans une quasi-guérison toute sa vie parce qu'on n'aura pas compris d'où ça vient. Donc voilà, et en parallèle de tout ce travail psychologique, j'ai essayé de mettre en œuvre plein de choses pour faire de mon retour de règles une priorité. Et vraiment, je voudrais préciser que je me sentais vraiment nulle, quoi. Enfin, ça faisait 1 an et demi que j'attendais que mes règles reviennent après l'arrêt de la pilule, ça revenait toujours pas.
et je me sentais cassée, nulle, en fait comme si l'anorexie avait détruit ma vie et détruit la vie en moi et comme si je m'étais tellement fait du mal que j'en paierais les conséquences toute ma vie, sans mes règles, etc. Donc il y avait une sorte de culpabilité énorme en fait à l'idée d'avoir été anorexique et de m'être moi-même fait du mal en fait. Et là aussi je trouve c'est intéressant de questionner cette culpabilité parce que souvent, j'ai remarqué que la culpabilité d'une situation, c'est ce qui nous rattache à la situation. Et moi, j'ai compris qu'en fait, que la culpabilité d'avoir souffert d'anorexie me rattachait involontairement à cette situation d'anorexie, alors qu'en soi, cette situation était passée. Voilà, mais tout ça, je l'ai compris il y a un mois seulement, donc c'est un long processus. Et donc, j'ai essayé de mettre en place des choses dans ma vie, et là, les podcasts d'Alexandra m'ont vraiment beaucoup aidée. J'ai essayé donc je me suis mis à me faire des petits déjeuners vraiment conséquents avec des protéines, du bon gras le matin. Et en fait, ce qui est important, je trouve, c'est d'en faire vraiment un moment, de prendre le temps de se faire une belle assiette, de s'asseoir et de prendre son petit déjeuner et de se dire que tous les matins, ça sera comme ça, quelle que soit l'heure à laquelle on se réveille. Je me suis vraiment obligée à manger une base de 3 repas minimum par jour, même quand je ressens pas la faim. Moi, j'avais tendance à me raconter 1000 histoires et en fait, tout ça, c'était l'anorexie qui parlait, mais à me dire « Oh, t'as pas faim le matin, tu manges pas », alors qu'en fait, notre corps en a besoin, surtout quand on est une femme, surtout quand justement on a besoin de retrouver un cycle. Donc je me suis obligée à manger minimum 3 repas. J'ai fait aussi attention à mon foyer, c'est-à-dire mon appartement. En fait, je me suis dit, prends soin de chez toi, comme si tu allais recevoir quelqu'un tous les soirs. Ça peut paraître bizarre, mais en fait, de mois à mois, je me suis rendu compte que je me maltraitais un peu en rangeant rien, en faisant pas attention à mon espace, en ne prenant pas le temps de me faire des vrais plaisirs, par exemple acheter une bougie qui sent bon, ou une couette avec une couleur que j'aime bien. Je me disais en fait que c'était des dépenses inutiles, que j'avais pas le temps, je me trouvais plein de raisons un peu maltraitantes. Et je trouve que ça aide beaucoup de se dire fais de ta maison un lieu où tu accueilleras des gens, même si on n'en accueille pas. C'est un moyen en fait, je trouve qui est assez facile pour en faire un lieu chaleureux. Et même si c'est pour soi-même et seulement soi-même en fait, c'est une sorte de biais pour en faire un cocon. Et j'ai décidé d'en parler aussi. J'ai raconté mon histoire à mon copain, et ça seulement il y a quelques mois, quand j'ai commencé mon travail avec la psy, et j'avais super peur qu'il soit étonné, qu'il me juge. Mais il a compris évidemment et ça m'a enlevé un énorme poids. J'en ai parlé à ma meilleure amie aussi. En fait, je pense pas qu'on est obligé de tout dire. C'est-à-dire que moi, il y a des choses que j'ai pas réussi à dire. Je suis pas du tout rentrée dans les détails de ce qui m'était arrivé. J'ai pas posé le mot anorexie parce que toujours maintenant c'est un mot duquel j'ai honte, alors que je sais qu'objectivement il n'y a pas du tout de quoi en avoir honte. On n'a pas honte d'avoir un rhume, on n'a pas honte d'avoir une grippe. Donc on ne devrait pas avoir honte d'avoir une anorexie, mais bon, voilà, moi-même, j'arrive pas encore à dépasser ça. Mais sinon, voilà, j'ai dit beaucoup de choses. Et on a le droit de prendre son temps, c'est ok. Et je trouve que quand même, ça libère. C'est comme si on donnait un peu de son fardeau à quelqu'un d'autre et ça fait du bien. Et j'ai également, donc dans toutes les choses qui font que j'ai voulu faire du mon retour des règles une priorité, j'ai pris contact avec une naturopathe qui s'appelle Marion Paré, et on a mis en place un protocole à la base de certaines plantes. Je vais pas le détailler parce que évidemment c'est des protocoles qui s'adaptent à chaque individu, et on a calé tout ça sur le cycle de la lune. Dans les autres choses, voilà, j'ai essayé de me recentrer sur mes besoins vitaux et émotionnels à moi. Me dire, voilà, tu verras que les personnes que tu veux,
Tu vas éviter d'être trop sollicité tout le temps. Ça, j'ai appris à dire non. J'ai appris à me recentrer et à m'ouvrir en même temps. En fait, c'est un équilibre, quoi. Se recentrer et s'ouvrir. Et donc voilà, tout ça, ça passe par ne pas se forcer à faire les choses, annuler si besoin et être souple avec sa vie. Et voilà, et alors j'ai un moyen mémotechnique. Je sais pas si ça va parler aux auditrices, mais moi, ce que je me disais, à chaque fois que je faisais quelque chose, c'était « Est-ce que tu ferais ça si tu portais un enfant ?» Alors, ça peut paraître très surprenant, j'en ai conscience, et vraiment, je veux pas du tout d'enfant dans l'immédiat, mais c'est comme un moyen mémotechnique qui a surgi dans ma tête et qui m'aide à prendre soin de moi, parce que je me dis souvent ah non, ça tu le ferais pas, tu es déjà fatigué, ou bien c'est pas grave si tu fais pas ça, il y a un être qui a besoin que tu sois au top, donc perds pas ton énergie dans des choses absurdes. Et en fait, ce bébé imaginaire dont je parle, ce prétexte, c'est vraiment un prétexte, mais finalement ça parle de moi-même. Et moi, ça m'aide d'avoir cette image. Ça m'est venu parce que souvent on dit que les femmes enceintes doivent faire attention à elles doivent se ménager, etc. Donc moi je me suis dit c'est un bon moyen pour me dire de faire attention à moi. Mais on peut aussi imaginer que c'est sa meilleure amie ou que c'est sa sœur. Enfin voilà, tous les moyens sont bons. Mais je trouve ça cool d'imaginer de trouver un moyen de toujours remettre en perspective et de se dire mais est-ce que si c'était ta sœur, tu lui dirais de faire ça? Et souvent, en tout cas pour moi, la réponse c'était non. Et donc dans ce cas-là, je savais qu'il fallait que je me dise non à moi-même, que je me ménage. Et la psychologue qui me suit, elle m'avait dit que la souplesse c'était vraiment la clé du bonheur. Le fait d'être souple avec sa vie, d'être adaptable, alors que la rigidité, ça s'apparente à une forme psychique de pathologie. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que moi, l'anorexie, etc., évidemment, ça me ramenait toujours dans des sortes de tentatives de rigidité. Or, c'est vraiment pas ça qu'on veut. Et donc, entretenir sa souplesse d'esprit et son adaptabilité avec la vie, je pense que c'est vraiment une des clés aussi pour la guérison. Et donc, tout ce processus, ça a été vraiment très très long. Ça a duré 2 ans et demi. Et j'ai eu beaucoup de pression de la part du corps médical, des médecins, des gynécologues que j'ai vus. En fait, ils voulaient vraiment que je reprenne la pilule. Et ils jouaient vraiment sur toutes les peurs qu'on peut avoir quand on a vécu de l'anorexie. C'est-à-dire qu'ils me disaient que ça allait dégrader mes os, que j'avais déjà une densité osseuse basse. Donc il fallait absolument que je reprenne la pilule pour pas que ma densité osseuse se dégrade encore un peu plus, etc. Donc c'était horrible parce que je ne savais pas ce qui était bien ou mal. Je ne savais pas quoi faire vraiment. Je ne savais pas comment me situer. Est-ce que je les écoutais eux, qui sont des médecins ? Mais bon, ça voulait dire que je faisais une croix sur le fonctionnement naturel de mon corps. Ou est-ce que je me faisais confiance et que j'attendais encore un peu en espérant que mes règles reviennent ? Et j'avais des moments où je faisais que pleurer. Et voilà, quand des amis parlaient de leurs règles à elles, de leurs problèmes de règles, vraiment, moi je me disais dans ma tête, mais vous savez pas de quoi vous parlez, moi je donnerais tout pour être à votre place. Et moi je me voyais comme une personne sèche, aride, incapable de porter la vie, de casser un peu, quoi. Donc j'étais dans une grande tristesse et je sais à quel point c'est dur de faire tout en sorte pour que ça fonctionne et que ça fonctionne pas. Et que cette maladie, finalement, ça m'avait brisée, que j'étais quelque chose d'intermédiaire entre une femme et le néant. J'avais beaucoup de mal à me visualiser comme une femme. Et en fait, voilà, je pense que il faut se faire confiance, j'en suis sûre même. Parce que le corps cherchera toujours à favoriser la vie. Je crois qu'on appelle ça l'homéostasie d'ailleurs. Donc il y a quelques semaines, j'ai eu vraiment un gros moment de down où je me disais mais je vais jamais m'en sortir. Et vraiment j'hésitais à reprendre rendez-vous avec des gynécos pour me prescrire la pilule. Et j'ai fait une balade le soir, dans la nuit, et j'ai regardé la pleine lune.
Et je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne sais pas quand sera diffusé le podcast, mais il y a 2 semaines, la pleine lune, elle était rouge et elle était très basse dans le ciel. Ça m'a beaucoup émue parce que le protocole que je suis de naturopathie, il est calé sur la lune. Et je me disais que normalement, je devrais être calée dessus aussi. Sauf que ça faisait des mois que c'était pas le cas. Mais bref, c'était assez émouvant de contempler cette grosse lune dans le ciel. Et le soir même, je suis allée en soirée chez ma meilleure amie. On a fait une vraie fête, j'ai dansé, j'ai fêté la vie, c'était génial. Et en fait, le lendemain, je vais aux toilettes et là, je vois que j'ai du sang. Et je réalise qu'en fait, j'ai mes règles. Et ça a été une émotion immense, mais en fait, comme si c'était pas moi, enfin, j'y croyais pas. Je l'ai dit à mon copain tout de suite. Et plusieurs jours après, j'y croyais toujours pas. Et en fait, c'est le fait de l'avoir écrit dans mon journal qui m'a fait y croire. Et encore maintenant, c'est assez difficile pour moi. Enfin, je suis hyper heureuse, évidemment, mais j'y crois pas. J'ai l'impression que ça ne m'est pas arrivé, alors que, objectivement, je sais que ça m'est arrivé. Et j'ai vraiment la sensation que voilà, ce sang a lavé mon passé, que les choses sont rentrées dans l'ordre. Et je voulais insister sur le fait que on n'est pas seulement un corps qui fonctionne ou qui fonctionne pas, en fait, on est un tout. Et les troubles du comportement alimentaire, c'est du ressort aussi du traumatisme. Et c'est tout qui est traumatisé, c'est l'âme, c'est le corps. Et le corps sait ce qu'il doit faire. Mais il faut comprendre ce qu'on a vécu, il faut comprendre le traumatisme pour pouvoir ensuite faire en sorte que le corps soit à sa place. Et il faut surtout pas se décourager. Et voilà, il y a beaucoup de médecins qui connaissent pas l'anorexie et encore moins les problèmes menstruels qui en découlent, qui ont vraiment cherché à me décourager parce qu'ils vous traiteront comme un cas clinique, mais pas comme un individu avec une histoire. Et c'est vraiment quand on envisage cette histoire et ce corps comme un tout que chaque chose rentre dans l'ordre. Et voilà, ça me tenait à cœur de partager tout ça parce que ça a été vraiment... et d'ailleurs, ça l'est toujours un peu quelque chose de très dur dans ma vie, qui m'a vraiment brisée pendant 10 ans. Et ce sont les 10 années qui sont censées être les plus insouciantes d'une vie. Mais en fait, je pense qu'à l'échelle de l'univers, chaque chose est à sa place. On a toutes les capacités en nous pour suivre notre chemin, même s'il est difficile. Et j'ai l'impression que les règles, finalement, les règles qui reviennent, c'est un aboutissement, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Mais l'important pour qu'elles coulent, ces règles, c'est de comprendre notre chemin. Et pourquoi tout ça, ça nous est arrivé. Comme si le corps et l'âme s'accordent pour dire « Ok, c'est bon, on a compris pourquoi c'était arrivé, ça n'arrivera plus, c'est bon, le sang peut couler, la vie peut revenir. » Et cette personne sera même de porter la vie. De toute façon, c'est vraiment un travail que je continue de faire avec ma psychologue et puis avec tout le protocole de naturopathie que je suis. Parce que là, voilà, mes règles sont revenues juste une fois, c'est très fragile, il n'y a pas eu beaucoup de sang, etc. Et de toute façon, c'est essentiel, c'est un chemin de vie et je trouve que tout ce que ça m'a apporté, enfin, sur le travail, sur mon environnement, sur mon foyer, sur faire en sorte de faire une maison qui pourrait accueillir chaque soir quelqu'un. En fait, tout ça, c'est assez symbolique, mais ce quelqu'un, c'est moi-même. C'est le fait de se retrouver soi-même. Voilà, et une des choses les plus importantes, c'est la souplesse, c'est l'adaptabilité dans la vie. Je termine ici ce témoignage, je suis assez émue, mais voilà, je voulais dire que je sais à quel point c'est terrible d'écouter des témoignages et surtout d'écouter des témoignages de femmes pour qui ça revient. Et c'était vraiment mon cas, et de se dire mais moi ça ne revient pas. Et l'objet ici de mon message, c'était vraiment de dire oui, c'est horrible, je sais à quel point c'est décourageant d'entendre des femmes pour qui ça revient quand soi-même ça ne revient pas. Et en même temps, ça va forcément revenir.
C'est simplement que le chemin prend du temps.